Jusqu'à présent, je vous ai épargné les grands chiffres, mais je ne peux pas en différer plus longtemps un exposé minimum. Et par un point de méthode, la géométrie du raisonnement, avant de faire parler les grands chiffres, il faut qu'on s'accorde sur le fait que la métrologie est fille de géométrie. C'est-à-dire que cette discipline, qui permet de raisonner juste sur une figure donnée pour fausse, en macroéconomie, tolère en fait des erreurs marginales tant que le périmètre des ordres de grandeur n'est pas totalement faussé. Étant donné le rapport entre certaines grandeurs, la méthodologie consiste à négliger ces marges d'erreur, tout entier que nous sommes, si on peut dire, fascinés par les comparaisons qu'elle nous offre. Et voilà les chiffres. Donc en 2010, le PIB mondial s'élève à 62 000 milliards de dollars. En 2011, le même PIB va atteindre 70 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que les États-Unis, qui sont en deuxième position, produisent à peu près 15 000 milliards de PIB, l'Europe en première position 18 000 milliards, la Chine 7 000, le Japon 5 000, l'Allemagne 3 006, la France 2008. C'est à comparer, et il faut garder ce chiffre à l'esprit, avec les 312 pauvres milliards de la Grèce, sur la base desquels ont été créées la problématique de la dette qu'on connaît à la fois si bien et si mal. Et le volume de ces transactions financières atteint, par comparaison avec les PIB, entre 12 et 15 fois le PIB mondial que je viens de citer. Et le rapport, là, est celui de 2010. Alors, selon l'historien de l'économie qui s'appelle Niall Ferguson, qui est un néoconservateur, il dit que la valeur boursière des actions dépassait de 10% seulement celle des prestations de l'économie réelle, que la somme des dettes nationales l'a dépassé de 50%, mais que les produits dérivés, quant à eux, égalaient 10 fois, c'est-à-dire un facteur 10, champagne, la valeur de l'économie réelle. Voilà. Et on peut trouver ces choses dans un magazine qui s'appelle Domaine Public, c'est un magazine suisse. En 2012, soit 6 années plus tard, la progression de la valeur des produits dérivés s'est poursuivie malgré un infléchissement négatif des PIB mondiaux pendant les années 2009 et 2010. À titre d'exemple, la fortune financière des Allemands s'élève à 46 000 milliards de dollars et le PIB du pays à 3 300 milliards. Là, les chiffres sont de 2009. En réalité, ça veut dire que la production exprimée en PIB et la fortune financière d'un pays comme l'Allemagne établissent un rapport de 13 fois entre eux. La finance purement spéculative produirait donc 13 fois plus de richesses que la production des biens et des services, si l'on exclut de ces derniers les services financiers qui servent stricto sensu à la spéculation. Autrement dit, si l'on pose par hypothèse une linéarité de la progression sur les 10 dernières années, date à partir de laquelle a commencé à se constituer cette masse financière significative, c'est-à-dire aux alentours de 2000, l'invention des CDS par Bliss Masters remontant à seulement 1994, cela signifie que tous les Allemands ne contribuent par leur travail annualisé qu'à concurrence de 7% à la création de la richesse de leur pays. Le fameux proverbe « s'enrichir en dormant » trouve ici une illustration éclatante dans la réalité tangible. Ce ratio renvoie en miroir au chiffre époustouflant de 7%, soit la moitié du pourcentage de taux de TVA moyen en Europe. Cela signifie que le travail effectué et les services rendus ne rentrent dans la composition de la richesse allemande cumulée, réelle et financière, que pour la moitié de ce que cette richesse globale serait censée produire comme taxe pour l'État. Inutile de dire à quel point c'est intéressant et important de l'observer. Le constat est violent, et il est même plus que violent si on l'exprime selon l'angle du travailleur, qu'il soit manuel ou intellectuel d'ailleurs, peu importe, qui est amené à percevoir son activité comme étant dénuée de valeur relativement à la spéculation.